Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'informatique et aux télécoms pour les professionnels du secteur. Et édition un petit peu particulière, puisque Guy Hervier n'est pas dans nos studios de la Défense, mais tout simplement à New York, et plus précisément dans le Meatpacking District de Manhattan, pour ceux qui connaissent la ville de New York, et sur la terrasse du Grosvenor Hotel. Il dit bonjour. Alors vous allez nous parler tout d'abord d'un événement qui a malheureusement endeuillé les New-Yorkais il y a quelque temps puisqu'il s'agissait d'une attaque terroriste. Et vous voulez nous parler de la technologie, comment la technologie a été utilisée dans le cadre des alertes qui ont permis de retrouver l'auteur de cet attentat. Oui, alors effectivement, on est ici à New York, bonjour Jean-François, déjà on est dans le quartier du Meatpacking District de New York, et donc c'est là où avant, parce que maintenant ça a complètement changé, avant c'était le quartier des abattoirs, donc la viande, les bœufs arrivaient d'un peu n'importe où, et ici il y avait les abattoirs et ensuite les équarrisseurs, et puis après on distribuait ça dans les boucheries. Et donc derrière moi, peut-être vous ne la voyez pas sur l'écran, mais il y a la Freedom Tower qui a remplacé les Twin Towers depuis cet attentat du 11 septembre. Donc effectivement, puisqu'on est à New York, il y a quelques jours malheureusement il y a eu cet attentat dans le quartier de Chelsea, et juste après l'attentat, il y a eu une espèce de course-poursuite, donc la police avait identifié assez vite la personne qui avait causé l'attentat, et donc le FBI était assez sûr de la personne, et donc a lancé un avis de recherche, un peu comme dans les westerns d'autrefois où on avait la fiche wanted dans tous les villages. Et là en fait, évidemment, on a utilisé la technologie, et donc sur tous les smartphones des habitants de la ville de New York et même au-delà, il y avait une affiche pour lancer une recherche sur Ahmad Ramadi. Donc les gens dans le métro, tout le monde avait son affiche sur son smartphone qui s'affichait, et les gens se regardaient un petit peu. Et donc ça a été productif. D'ailleurs le maire Di Blasio a dit que c'était la première fois que ça avait été utilisé. Ça a permis de retrouver assez rapidement le terroriste. Et donc il a dit que c'est un moyen qui allait être utilisé à l'avenir. Donc il y a en fait trois sortes de technologies qui sont utilisées, enfin trois types de messages. Il y a les messages qui ont déjà été utilisés. Il y a eu par exemple à l'occasion de l'ouragan Sandy. Donc là en gros on donne des informations aux gens et on leur dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Après il y a des messages où on demande aux gens de faire quelque chose. Donc ça c'est par exemple ce qu'on appelle les Amber Alerts, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui a été kidnappé, on est à la recherche de cet enfant, ou dans le cas de Ramadi, on est à la recherche d'un terroriste. Et donc ça c'est le deuxième type de message qu'on peut diffuser. Et le troisième message qui n'a à ce jour encore été jamais utilisé, c'est un message qui est lancé par le président, et donc évidemment qui peut être diffusé sur l'ensemble du territoire américain, et jusqu'à présent heureusement ça n'a été jamais utilisé, parce qu'on peut penser que dans ces cas-là, si c'est utilisé, c'est qu'il se passe quelque chose de très grave. Donc là c'est vraiment le mariage d'une technique assez simple d'envoi de messages avec la technologie des smartphones qui a été utilisée. Bon, évidemment, c'est un peu dommage que ça ait dû être utilisé, mais en tout cas, ça a été efficace, et on peut penser que ce sont des technologies qui vont être utilisées par la suite. Alors deuxième sujet, Guy, que vous avez souhaité aborder, c'était d'ailleurs la raison de votre présence sur les terres new-yorkaises, la conférence organisée par NetEvent, qui a récompensé deux startups de l'IoT et du cloud. Vous allez forcément nous en dire un petit peu plus. Alors en fait, effectivement, NetEvent c'est un organisateur de conférences, et donc la semaine dernière, en pleine Silicon Valley, près de San José, ils ont organisé la 20e année de conférences. Donc ils ont trois conférences, ils en ont une dans Silicon Valley, ils ont une dans la région Asie-Pacifique, et puis ils en ont une en Europe qui varie dans les différents pays. Donc ce sont des conférences qui sont assez orientées sur tout ce qui est réseau, sécurité, et cette année il y avait un point particulier sur l'intelligence artificielle.
Et donc il y a des prix qui sont remis à cette occasion. Il se trouve que cette année, il y a des prix dans 2 catégories différentes, sur l'Internet des objets et puis sur le cloud computing. Pour les sociétés qui sont déjà établies, donc là, IBM a eu un prix pour l'utilisation de Watson, et puis pour les startups. Et donc côté startup, il y a eu 2 sociétés qui ont été primées, donc la société Silence, qui elle est une société qui utilise tout ce qui est intelligence artificielle pour la cybersécurité. Et donc c'est une approche qui est assez novatrice. Une société qui a été créée il y a 4 ans, qui a lancé, donc a développé un produit qui a été annoncé 2 ans plus tard. Et aujourd'hui c'est une société qui fait 700 personnes. Donc c'est quand même une réussite assez extraordinaire. Et puis la deuxième société qui a été primée dans la catégorie Cloud Computing, c'est la société Menlo Security, qui elle aussi a une approche assez différente de ce qui est fait d'habitude, où en gros les sociétés de sécurité pour engager une action, essaie de détecter ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Alors que là, Menlo Sécurité en fait a une approche différente qui est d'avoir aucune idée préconçue sur un message qui arrive, sur le fait qu'on aille consulter un site web ou quelque chose comme ça. En gros, l'idée c'est de dire, puisqu'on sait que 85% de tous les malwares qui peuvent amener à des choses comme du ransomware ou des choses un peu de ce genre-là, 85% viennent de la navigation sur Internet, donc sur des sites web, et de la messagerie électronique. Et donc l'idée c'est de dire, en fait on va créer une sorte d'isolation qui va permettre de faire en sorte que quand par exemple on navigue sur un site web où on reçoit un mail qui vous, dans le cas du phishing, qui vous pousse à cliquer, vous pouvez cliquer et vous n'aurez pas le malware qui va s'installer sur votre ordinateur, puisque ça se fait sur cette couche d'isolation. Et dans le cas où vous cliquez et que c'est un malware, à ce moment-là, le malware il est détruit grâce à cette isolation. Donc c'est une approche intéressante. Et ces 2 sociétés, alors, en fait, ont des technologies complémentaires. Et il se trouve qu'elles sont apparemment en train de discuter pour faire la combinaison des 2 technologies pour avoir une offre un peu plus globale. Donc c'est quelque chose qu'on suivra avec la. Alors, autre sujet qui a évidemment défrayé la chronique cette semaine, et malheureusement pas pour de bonnes raisons, c'est le piratage de 500 millions de comptes Yahoo. Yahoo d'ailleurs qui est situé à New York. Évidemment, on ne pouvait pas ne pas revenir sur cette question. Non, c'est pas une manne à faire. Donc effectivement, désormais, c'est quasiment, il y a tous les jours une annonce nouvelle de comptes qui sont piratés. Et là c'est quelque chose de très important, puisque il se trouve que Yahoo a admis que 500 millions de comptes utilisateurs avaient été piratés. Et donc c'est une affaire qui remonte à 2014, donc c'est pas d'aujourd'hui. Donc il y a eu une investigation qui a été faite. Et Yahoo aujourd'hui reconnaît cette histoire. Alors évidemment ce sont des noms, des mots de passe, des numéros de téléphone, des adresses mail qui sont piratées. Et bien entendu l'intérêt de faire ça, c'est pas pour s'amuser, c'est pour ensuite revendre toutes ces informations. Et évidemment ça se monnaie sur le marché noir, et ça se monnaie de manière assez importante. Donc bon, c'est une affaire de plus qui montre que la sécurité est un problème de plus en plus important dans notre monde de la technologie. Alors le problème aussi que ça pose, c'est que Yahoo vient d'être vendu à Verizon pour près de 5 milliards de dollars. Alors la vente n'est pas encore tout à fait terminée, et donc la question qui se pose, c'est est-ce que ça va avoir un impact sur la vente. Donc on verra, mais en tout cas pour Yahoo ça intervient à un moment qui est relativement fâcheux, et c'est quand même un peu dommage d'avoir attendu finalement 2 ans pour que l'information soit révélée, mais bon, c'est comme ça, mieux vaut tard que jamais. Ça c'était pour la semaine passée, et pour les semaines à venir, on parle de 2 acteurs qui sont sur le grill, et 2 acteurs complètement différents, puisque d'une part on parle d'HPE,
On parle toujours de rumeurs de cession. Et la même chose pour un autre acteur qui est Twitter. Pareil, toujours des rumeurs de cession. Oui, alors effectivement, HPE, maintenant c'est une saga qu'on a suivie ces derniers temps, c'est depuis un an. Donc on rappelle rapidement le contexte, Meg Whitman avait séparé HP en deux, HPE, HP Inc. HPE ensuite s'est délesté d'un certain nombre d'activités, en particulier toutes les activités logicielles, ça c'était dans les derniers temps. Et donc après cette cure d'amaigrissement, HPE devient aujourd'hui une société dont la valorisation est de l'ordre de 23 milliards de dollars. Et il se trouve qu'il y a un analyste du cabinet Bernstein qui a donc révélé cette information selon laquelle finalement la valeur réelle d'HP, HPE serait de 13 milliards de dollars, ce qui veut dire que 13 milliards de dollars, c'est finalement c'est une somme qu'un certain nombre de sociétés seraient prêtes à mettre. Et donc on parle de sociétés chinoises comme Lenovo par exemple, on parle aussi de Cisco. Donc évidemment tout ça ce ne sont que des rumeurs, mais en tout cas pour HP c'est quand même, ce serait une destinée un peu étrange de voir racheter cette entreprise alors qu'elle avait connu un développement formidable. Donc on verra ça, pour l'instant c'est qu'une rumeur. L'autre rumeur qui circule, qui elle est sans doute plus fondée, c'est le possible rachat pour Twitter. Donc en fait il se trouve que ces derniers temps Twitter était dans assez grosses difficultés, et le problème pour Twitter c'est que alors que Facebook et Google par exemple ont réussi à développer la notion de plateforme et de l'écosystème, ça veut dire que des développeurs peuvent plugger des applications dessus. Twitter, c'est qu'une application. Donc c'est une application qui est utilisée par des centaines de millions d'utilisateurs, mais ce n'est qu'une application. Et donc l'idée qu'elle puisse être rachetée par un plus gros pour faire en sorte qu'elle s'intègre pour le coup à une plateforme est tout à fait vraisemblable. Et là pour Twitter on parle de Salesforce, donc c'est une éventualité. Il y a évidemment Google qui a les poches pleines, qui pourrait se le permettre, mais bon, pour l'instant ce ne sont que des rumeurs. Eh bien, merci Guy pour ces informations en direct de New York. Merci Jean-François, à bientôt. Et on se retrouve donc la semaine prochaine dans nos studios de la Défense. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine, même lieu, même heure. À bientôt.